Amis de TV ADP, bonsoir et bienvenue dans notre nouvelle émission, La Mafia des tribunaux de commerce, c'est quoi? Alors ce soir, je vais avoir un invité, un entrepreneur, pas tout à fait comme les autres au type de son activité. Donc, est-ce que mon invité, Lazare, est là? Salut Lazare. Bonsoir Christophe, je suis là, oui. Bon, alors Lazare Groen va nous parler de son activité qui était quand même un peu particulière par rapport au restant de mes invités. Est-ce que Lazare, ça t'intéresse d'expliquer quel était le type d'activité dans lequel on t'a emmerdé et dont on va parler après? Dis-moi tout. Oui, bien sûr. J'étais pendant entre 1996, on va dire, et 2015, en fait, j'étais actionnaire majoritaire et dirigeant d'un média, une radio dans le sud de la France qui couvrait un territoire qui allait de Marseille à Nice et qui générait une audience d'environ 170 000 à 200 000 auditeurs quotidiens. Voilà. Voilà. Qui s'appelait Vitamine. Tu peux répéter? Ma station s'appelait Radio Vitamine. Voilà, donc Radio Vitamine. Donc maintenant qu'on sait que tu étais quand même le chef de bord, le patron, le créateur de cette radio, on va parler d'une intrigue, c'est comment on a fait pour t'emmerder au sein de cette même radio, d'accord? Et comment on a fait pour te torpiller, en fait, parce que, bien entendu, tu as eu affaire à une certaine mafia, d'accord? On est d'accord, hein? Oui. Et maintenant, le but, c'est d'expliquer comment les emmerdes sont venues, par quoi ça a commencé, et éventuellement, surtout, hein, si tu as envie de donner des noms, il faut surtout pas hésiter, d'accord? Est-ce que tu peux, en tout cas. voilà, est-ce que tu peux nous donner l'approche de l'intrigue, la manière dont c'est arrivé, pour que les gens comprennent bien, en fait? Oui, alors. Moi, je te poserai des questions de temps en temps. Bien sûr. Pour que les gens comprennent bien, déjà, ça tient à la structure initiale du média, puisque, en fait, ce qui rendait la radio, entre guillemets, prenable pour certaines personnes, de la façon dont ils ont procédé, c'est que pour des raisons historiques qui étaient liées au lancement de la bande FM en France, les autorisations d'émettre, les fréquences, étaient attribuées à des associations. Alors, j'y suis pour rien, hein, c'est-à-dire que c'était vraiment le cadre légal dans lequel les choses s'étaient faites à l'époque, dans les années 80. Je crois que c'était en 83. Et moi, j'hérite de cette situation quand je reprends la radio au tribunal de commerce, au tribunal de grande instance d'ailleurs, pardon. Et donc, j'hérite de ça en fin 95. Et bon, je développe le média plutôt bien, dirais-je, en toute humilité. Et quand on arrive à une taille critique, il y a des gens que ça intéresse pour plein de raisons. Ouais. Et en particulier pour des raisons politico-financières. D'accord. Une forme de jalousie derrière, quand même. Hein non, c'est des gens qui se sont dit que ce serait un moyen d'influencer et d'influer sur des élections locales, par exemple. D'accord. Ces gens-là, après qu'ils m'aient approché, qu'ils aient vu que j'avais mis un nom définitif à ce type de tactique, d'utiliser l'audience du média, parce qu'on avait une grosse audience sur les villes de la région, de Marseille jusqu'à Nice. Ouais. L'idée pour eux, c'était de dire, comme c'est une radio qui fidélise beaucoup, qui est beaucoup suivie, qui accroche bien le public, il faut y passer. Et si le boss de la radio est avec nous, on l'emmène avec nous en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on lui accorde les privilèges auxquels on a accès. Il rentre dans le club et puis comme ça, on fait ensemble. Je n'ai pas trouvé ça intéressant, donc j'ai décliné. Et à partir de ce moment-là, je suis devenu… la bête noire. Pas vraiment la bête noire, mais au moins une cible. C'est-à-dire, si on peut reprendre le média, on y va. Et l'opportunité s'est présentée. Il y a des gens qui ont eu l'idée d'infiltrer justement les associations et ensuite d'utiliser les tribunaux pour créer une situation d'empêchement pour moi à travers les tribunaux et de poursuite contre moi, en même temps qu'il s'ouvrait la possibilité de reprendre la radio eux. Alors, comment ils attends, parce que là, il faut une petite explication. Comment ils ont abordé le sujet pour pouvoir t'amener des emmerdes et essayer de reprendre la main sur toi? C'est quoi la démarche exactement? La démarche, c'est la concertation frauduleuse, ça s'appelle. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont discuté entre eux et qui ont cherché des alliances dans mon entourage
et ils ont trouvé une personne toute désignée en la personne de mon frère. Ah, merde. Alors, qui en plus a un parcours particulier parce que, en fait, il était gendarme en disponibilité. C'est-à-dire que je l'avais recruté comme responsable commercial pour s'occuper de la vente des pubs, en fait, de la régie publicitaire. Parce qu'en gendarmerie, c'était un peu compliqué pour lui à cette époque-là. Et donc, c'était pour l'aider, en fait. Et quand il a vu comment fonctionnait la radio, etc., ça lui a beaucoup plu, apparemment. Et il s'est dit que ça pouvait rapporter. Et lui, il a été beaucoup plus sensible aux gens dont je te parlais. Et donc, ils sont passés par lui en lui disant, si tu te mets au milieu, on dira que c'est une histoire de famille. Et c'est comme ça qu'on pourra prendre le contrôle de la radio et tu seras récompensé, bien entendu. Donc, il a joué le jeu avec eux, de maquiller l'embrouille en histoire de famille qui se serait mal déroulée, dans laquelle je gérerais mal la radio et dans laquelle lui serait le sauveur de la radio, entreprise familiale. Donc, ils ont présenté ça. D'accord. Alors là, ça c'est vicieux. Hein. Franchement, c'est très vicieux. Très vicieux, oui. Alors, donc là, ça veut dire que pour l'instant, si j'étais un auditeur qui t'écoute, je dirais, mais quels sont les liens maintenant avec ton frère? Alors, du coup, il y a une rupture ou il y a encore un lien familial? Non, après ce genre de choses, c'est définitif, mais pas qu'avec moi, avec notre mère aussi. Elle ne veut plus avoir de contact avec parce qu'elle sait, elle l'a vu faire. Donc, en fait, lui, il a fait ça pour s'enrichir. Il a cédé en disant il y a un coup à faire, je vais. En gros, son propos qui m'a été relayé d'ailleurs, c'est qu'il comptait rapidement devenir millionnaire. D'accord, carrément. Voilà. Et donc là, dans l'intrigue, donc là maintenant on sait qu'il y a un coupable qui a été utilisé, qui était ton frère, mais derrière. C'était le cheval de Troie en quelque sorte. Le cheval de Troie. Donc derrière. Une structure plus complexe. Alors il y avait quoi par exemple derrière? Derrière, il y a deux avocats. Il y a un avocat très bien réseauté qui s'appelle André Gildas, qui est à Marseille. Je pense qu'il a pris sa retraite depuis. Alors, son nom, c'est André et son prénom, c'est Gildas, pour être sûr. D'accord. Voilà. Et donc, c'est lui qui est le cerveau de l'opération du montage juridique de l'escroquerie. D'accord. Lui qui met au point les différents stratagèmes auprès des différentes juridictions pour obtenir satisfaction et avancer dans la mécanique de l'escroquerie, sachant que lui, sans que je développe plus, il est affilié à certains réseaux. Réseau, c'est comme quand je parle de réseau, moi je pense franc-maçonnerie. Est-ce que c'est dans le même esprit? Écoute, probablement. Je sais qu'en tout cas, il était aussi vice-président de la Juris Cup, qui est un événement qui se déroule, je ne sais pas si ça a encore lieu, mais qui se déroulait en tout cas tous les ans à Marseille pour tous les juristes amoureux de la voile. Et donc, du coup, ça réunissait beaucoup de monde et ça lui a beaucoup servi dans ses affaires à monsieur. D'accord, à André Gildas. Mais bon, André Gildas, si c'est un avocat affairiste, donc il travaille quand même pour le compte d'autres personnes quand même. Il ne travaille pas pour son compte perso. C'est ça. Alors vas-y, parce que ça m'intéresse. L'avocat André Gildas représentait les intérêts, au départ, il représentait les intérêts des ayants droit de la famille de Jean-François Bizot. Alors, c'est qui ça? Vas-y. Jean-François Bizot, il est décédé, paix à son âme. C'était le fondateur et l'actionnaire majoritaire de Radio Nova. Ah, d'accord, on comprend mieux. D'accord. Nous étions associés sur la régie publicitaire de Radio Vitamine et quand il est décédé, c'est André Gildas qui était censé s'occuper des histoires de succession pour le compte donc des ayants droit et qui a saisi l'opportunité pour se dire que probablement il y avait moyen de prendre au passage la radio en profitant de la situation et de la configuration juridique du système. Voilà. Ah, d'accord. Là c'est quand même un peu. Là, on a parlé du deuxième étage. Donc, tu vois, il y avait les membres de mon entourage, en particulier mon frère, mais aussi certains membres de mes équipes qui ont baigné là-dedans, parce qu'il y avait la radio à l'époque était valorisée, je crois, quelque chose comme 6 ou 7 millions d'euros. Donc, les gens se disaient, on va faire du business. C'était pour l'argent pour eux. Hein. Moi, c'était juste pour faire un coup de fric. Et donc, au premier plan, tu avais les autours proches et en particulier en tête de gondole, tu as mon frère, Salah Groun, gendarme, de profession et de carrière. Ensuite, tu as l'avocat André Gildas
qui lui s'acoquine avec un autre avocat qui s'appelle Philippe Newton. Alors, de quel coin il est de quel coin celui-là, hein? Toulon. Toulon, d'accord. Et alors là, ça devient très intéressant. Tu peux redonner son nom, tu as dit Philippe? Newton, comme Newton. N-E-W-T-O-N. Et alors, Maître Philippe Newton, ce qui est très intéressant le concernant, c'est que lui, il est notoirement très ami avec l'ancien procureur adjoint du tribunal de Toulon. Très, très ami. Oh là 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 là. Alors là, je sens pas la chose très bien. Du procureur? Procureur Nicolas Besson, qui est le directeur de l'Agrasc. Alors, c'est quoi l'Agrasc? Raconte-nous. L'Agrasc, c'est l'agence de recouvrement, de saisie, de gestion et de recouvrement des biens confisqués et saisis, un truc comme ça. D'accord, d'accord. Oui, voilà. Donc, d'accord. Donc là, ça veut dire qu'un des avocats est bien ami avec le procureur du tribunal de Toulon, tu m'as dit, hein, c'est ça? Oui, Toulon. oui. D'accord. Et alors, dans l'intrigue, le tribunal de Toulon, il vient faire quoi dans cette affaire? Parce que toi, ton siège social, il est où exactement? J'ai les stations, alors les associations dont je te parlais qui détiennent les autorisations d'émettre avaient leur siège social à Toulon. Et la société qui produisait les programmes, et qui payait les animateurs et les journalistes avait son siège social à Marseille. Donc, j'ai été attaqué au pénal et au commerce à Toulon, et au prud'homme aussi, et d'autres. Et j'ai été attaqué au commerce et au pénal à Marseille pour aboutir. L'idée là, il faut que tu donnes une petite différenciation parce que c'est quand même pas la même compétence territoriale. Donc, alors, je vais t'expliquer. L'idée directrice au début, c'était de dire on va couper les vivres des associations, on va réduire la voilure, en fait, pas permettre aux associations de recevoir tout leur chiffre d'affaires. Je te rappelle qu'André Gildas était l'avocat d'un des associés de la régie publicitaire locale. Donc, ils ont commencé à pinailler et à bloquer les recettes, ce qui est déjà illégal en soi, je t'expliquerai après pourquoi. Et ensuite, concomitamment, le rôle de mon frère était d'aller se faire passer pour un associé inquiet et d'aller déposer plainte. Comme ça, la situation de rupture financière qu'ils étaient en train de créer, ils m'en imputaient la responsabilité et les conséquences, et ils faisaient d'un côté des poursuites pénales, et au civil, ils faisaient désigner un administrateur provisoire, qui était un ami à eux, qui devait, lui, faire réélire un nouveau bureau et un nouveau président. Putain, c'est quand même c'est une sacrée magouille, hein. Putain, la vache. Ce sont des professionnels du droit qui ont mis ça au point pour s'emparer d'un. Non, mais je me rends compte. Voilà, donc, en fin de compte. C'est ce qu'on appelle une escroquerie complexe. C'est comme ça que ça s'appelle en droit français. Non, mais bien sûr. Donc là, ils font. Alors, c'est terrible parce que c'est comme tu dis, c'est l'introduction de ton frère qui va créer la suspicion. D'accord? Et grâce à cette suspicion, ça va entraîner la décadence de ta propre boîte. Putain, mais dans un intérêt précis. Donc, on va m'imputer la paternité. On va dire que c'est moi qui gère mal et qui ai créé ces problèmes. Et à chaque fois que j'apporterai des preuves, parce que, évidemment, dans la réalité, ce n'est pas ce qui se passait. Donc, à chaque fois que j'apporterai les preuves que je ne suis pas le responsable et que je désigne les responsables et que j'apporte les preuves pour les responsables, là… Par exemple, l'avocat qui bloque des comptes sur les recettes commerciales. Par exemple, quand j'ai déposé une plainte contre cet avocat, parce qu'en plus, cet avocat a envoyé un mail à ses complices à partir de son téléphone portable. Ah bon? Alors, je vais te dire pourquoi je le sais. D'abord, parce qu'en bas, il y a marqué envoyé à partir de mon téléphone, iPhone. Et donc, c'est moi qui ai reçu le mail à la place de mon frère, parce qu'on a le même nom, mais que mon prénom dans l'alphabet, le L, arrive avant le S. Donc, il n'a pas fait gaffe. Et un mail qui était un mail de concertation frauduleuse qui devait être échangé entre eux, en fait, j'en ai été destinataire avec les autres destinataires en lieu et place de mon frère. Ben heureusement, ça aide. Dans ce mail, il explique la stratégie pour couper les vivres de mon entreprise, alors que par ailleurs, il s'en plaint de la situation occasionnée. Dans ce mail, et il précise à la fin, couper les vivres de l'entreprise, de l'adversaire, c'est ce que nous cherchons à faire depuis 6 mois. Donc, en fait, ce mail est un aveu
de concertation frauduleuse entre deux avocats et leurs clients dans le but de couper les vivres d'une entreprise tout en accusant le dirigeant de l'entreprise d'en être à l'origine. Ce mail est la preuve catégorique. Alors, mais cette preuve-là, bon, tu l'as factualisé, cette preuve-là. Donc, ça veut dire que tu as fait une plainte et cette plainte, elle aboutit à quoi? Elle donne quoi? Donc là, tu tombes. Hein? C'est à Toulon. Ça, c'est à Toulon. Oui. C'est à Toulon. Oui. D'accord? Donc, je commence à deviner. Je dépose cette plainte contre ces individus. Et curieusement, c'est M. Nicolas Besson qui est saisi de l'enquête. Eh ben voilà. Le copain d'un des deux avocats. Voilà. Alors, il ne me fait surtout pas auditionner à Toulon en tant que victime, il me fait auditionner à la gendarmerie de la Garde, dans une petite gendarmerie où les gens sont très sympas, mais ils ne sont pas au courant de l'affaire, alors qu'au commissariat central de Toulon, au SRPJ, ils étaient au courant. Ça aurait été bien qu'ils m'auditionnent là-bas. Ils n'ont pas su. Ils ont choisi, en fait. Hein. Voilà. Et ensuite, après que j'ai été auditionné, il a décidé, sans m'en informer, je ne l'ai su qu'un an plus tard, il a décidé de classer sans suite la plainte au motif que le mail que j'avais produit était un mail confidentiel entre avocats couvert par le secret professionnel. Mais non, il a osé sortir ça. Oui, mais je ne suis pas avocat et je ne suis pas tenu au secret professionnel et c'est moi qui l'ai reçu. J'en fais l'usage que je veux et j'ai le droit de le publier. Bien sûr, mais franchement, mais incroyable. Il le sait très bien, il ne l'a jamais ignoré puisqu'il ne m'a jamais envoyé la motivation du classement sans suite, même si elle était dans le dossier, il ne me l'a jamais adressée. Je l'ai su que par là, on a affaire à un procureur qui est complice, il faut le dire. Oui, complice, totalement complice. Je précise, pardon-moi, le procureur en question, Nicolas Besson, actuel directeur de la Grasc, j'insiste parce qu'il est toujours en poste alors qu'il est dénoncé officiellement par plainte, il est dénoncé dans mon livre et curieusement, il bénéficie d'une immunité et d'une impunité assez impressionnante quand même. Donc, il a manipulé 9 procédures d'enquête préliminaire et quand je dis ça, encore une fois, j'insiste bien, je dis 9 procédures d'enquête préliminaire, j'ai les références de ces enquêtes et j'ai les pièces qui prouvent qu'il a manipulé ces enquêtes. C'est-à-dire quand tu dis 9 enquêtes de procédures que lui, il a bloquées, c'est ça que tu dis? Ça. Mais des procédures qui sont en lien avec toi ou qui sont externes? Avec mes sociétés ou avec moi. Donc, que je sois, quand j'étais mis en cause, il a boosté. Quand j'étais plaignant, il a fait disparaître des preuves, il a fait disparaître des documents ou il a bloqué des enquêtes. D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui pratique la rétention de documents, la dissimulation. Aussi. Et en plus, tu dis des faux. En écriture publique. Alors, quel exemple de faux en écriture publique? Parce que quand tu dis faux en écriture. En exemple de faux en écriture publique, je vais t'en donner 2-3. Par exemple, dans la procédure, tu as une plainte dans une procédure qui a été ouverte contre moi et qui m'a coûté cher, qui m'a coûté ma liberté et plein d'autres choses. Tu as une plainte en 2 versions. Il y a une version dite version originale et une version dite copie conforme. La version copie conforme est en cote D1 de la procédure d'information judiciaire, ce qui veut dire que c'est le socle des poursuites, en fait. Hein. Ouais. Et la version originale est en cote D741, donc 700 pièces plus loin. Alors, pourquoi il y a 2 versions? Mais parce qu'en fait, les 2 versions ne visent pas les mêmes infractions. D'accord. C'est-à-dire qu'il y en a une des 2 qui a été modifiée. Il y a une des 2 procédures, un des 2 procès-verbaux qui a été modifié. On a changé les infractions qui étaient poursuivies et on s'est gardé les 2. Et pendant la procédure, on a changé l'angle de poursuite et la société qui était visée par les enquêtes parce que le procureur et ses amis n'ont pas réussi à aboutir là où ils voulaient sur les fameuses associations. D'accord. Donc là, il y a une sacrée manipulation. L'idée, c'était de dire, on lui colle une banqueroute sur les associations, on coupe les vivres, on dit que c'est lui, on lui colle une procédure pénale pour banqueroute. Ils n'ont pas réussi parce qu'à 2 reprises, les auteurs des détournements de fonds ont été désignés par des tiers. Une fois par une décision de justice du GEX qui a dit mais c'est eux qui ont coupé les vivres et qui ont pris l'argent, et une autre fois par le mandataire judiciaire qu'ils avaient fait désigner mais qui là n'a pas pu les soutenir et qui a dit oui, c'est eux qui retiennent les sommes pour 400 000 € quand même. D'accord, mais attends, mais ça c'est important quand même ça. Oui. Ça c'est des faits. Et je vais t'expliquer comment ça procède. À ces 2 dates précises, le jour où il y a eu la décision du GEX, c'était le 16 septembre.
2010. Le même jour, le service enquêteur qui était en train d'enquêter sur les faits de banqueroute et qui était le service de la sûreté départementale a été dessaisi de l'enquête. Donc, la décision du GEX n'est pas tombée dans les mains de l'enquêteur, puisqu'il a été dessaisi le même jour. Et la deuxième fois qu'ils ont été désignés par un tiers judiciaire, c'était le 13 avril 2011. Et cette fois-là encore, le procureur a clôturé l'enquête, dessaisi le service enquêteur du SRPJ, auquel il l'avait confié après avoir dessaisi la sûreté départementale. Il a dessaisi le SRPJ, il a demandé l'ouverture d'une information judiciaire contre moi sur une autre société que celle qui était visée par l'enquête, grâce à Alors, rappelle encore une fois le nom de ce procureur, parce qu'il faut que les gens l'entendent. Nicolas Besson, directeur de la Grasque. Voilà. Et la Grasque, elle se trouve dans quelle ville? Parce que les gens, il faut qu'ils sachent. C'est à Toulon aussi? À Paris. À Paris. Ah oui, donc il a été nommé à Paris. Oui. Alors, je précise quand même que je ne suis pas dans une logique de délation abusive, c'est-à-dire que j'ai écrit un livre public, vendu depuis 2019, mai 2019. D'accord. Et que dans ce livre, je cite nommément M. Nicolas Besson, ainsi que je donne la liste des enquêtes qu'il a manipulées avec les numéros de référence et la méthode utilisée pour manipuler l'enquête. Et en plus de ça, 6 mois avant la sortie du livre, j'ai envoyé la version martyre à M. Nicolas Besson. Et le jour de la publication officielle du livre, je lui ai envoyé la version qui avait été publiée en lui donnant rendez-vous devant un juge s'il contestait ce qui était écrit dans ce livre. Il n'a jusqu'à ce jour toujours pas répondu. Ben, tu sais pourquoi il ne répond pas? Moi, je sais pourquoi. J'aimerais bien que… Oui, parce qu'il ne va pas entamer une procédure qui pourrait se retourner contre lui. Hein, mais qui se retournera forcément contre lui parce que je dis la vérité. Mais, voilà. Mais qui se retournera contre lui parce que je dis la vérité. C'est juste ça. C'est ça. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est continuer de donner son nom et de le répéter parce que les gens, à force, ils vont le savoir. On sait qu'il est encore en activité à Paris. Et si ça peut empêcher qu'il fasse encore des nuisances aux autres, ben ça sera pas mal. D'accord? Donc maintenant, on poursuit parce que là, on est sur la partie de Toulon. D'accord? Donc, mais il y a un volet complémentaire qui arrive derrière tout ça. Tu continues de raconter? Oui, à Toulon, ils ont raté leur coup. À Toulon, l'idée, c'était on coupe les vivres, ils ont raté leur coup. Ils avaient coupé les vivres de la régie locale. Donc, à Marseille, ce qu'ils ont fait, c'est qu'avec une fausse dette créée, je pourrais t'expliquer comment juste après, ils ont saisi le tribunal de commerce pour nous faire placer en cessation des paiements. En faisant une fausse dette, tu dis, c'est ça? Hein? Oui, oui. Alors, ce que je ferai pour que tu saches quand même, c'est que moi j'ai un avantage énorme, c'est que dans tous les noms que tu me donnes là, ou que je prends, je regarderai lesquels sont en réseau de la franc-maçonnerie, parce que j'ai la chance de pouvoir consulter tous ceux qui le sont. D'accord? Comme ça, tu sais après s'ils ont des complicités, plus par respect de la fraternité, si tu vois ce que je veux dire. D'accord? Oui. Mais c'est important, hein, parce que c'est comme ça des fois que tu vois que les réseaux ils se mettent en place. Donc, je te dirai ça, mais je te le dirai. Hein? Donc, je note les noms. Donc, alors maintenant, la fausse dette. La fausse dette dans les acteurs clés. En fait, la fausse dette, elle a été créée par une personne qui était donc dans l'équipe, hein, qui était en interne. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y avait quelques personnes qui étaient en interne qui ont été mêlées à ça. Et donc, une des personnes qui a été devant le prud'homme après qu'elle ait abandonné son poste, et qui, j'insiste en disant abandonner son poste parce que ce n'est pas un licenciement où j'aurais pris l'initiative de licencier quelqu'un, c'est qu'en fait, c'était un abandon de poste. Donc forcément, on a dû faire les formalités pour constater l'abandon de poste. Et qui nous a fait un prud'homme et qui avait 2 ans d'ancienneté, mais qui a obtenu une condamnation de 150 000 € avec une exécution provisoire sur l'intégralité de cette somme de 150 000 € à tirer sur la radio. Donc en fait, cette personne qui avait 2 ans d'ancienneté a eu 150 000 € par le Conseil de prud'homme de Toulon, exécutoire immédiatement. Attends, comment ils peuvent faire un truc pareil? Comment ils peuvent faire? Écoute, ils l'ont fait. Moi, j'ai subi la décision, donc je te dis qu'ils l'ont fait, je te ferai passer. Alors attends, parce que c'est important maintenant. C'est important parce que si tu l'as, comme on a affaire à un réseau de coupables, d'accord, et de pervers, parce qu'il ne faut pas avoir peur de dire les noms, c'est de la perversité. Oui. Quels sont les juges qui ont jugé les 150 000 € adressés à la personne? Parce qu'il faut donner des noms. Alors, écoute, là, tout de suite, je ne peux pas te donner les noms, non pas parce que je ne le souhaite pas, mais parce que je m'en fiche, hein, mais parce que je ne les ai pas en tête. Mais je peux tout à fait t'envoyer la décision.
Comme ça, tu auras en même temps… non, mais c'était au cas où, c'était une manière de dénoncer… Pour le dossier, pour le suivi du dossier par la chaîne, je peux t'envoyer la décision. J'ai évoqué ces sujets. Il est tout à fait normal que je remette les pièces si besoin. Non, mais c'était parce que, en fait, que je te posais la question, c'était parce que j'adore donner le nom à l'antenne. Hein. Comme ça leur fait pas du bien. Ils n'aiment pas quand on donne le nom à l'antenne. Non, bah, j'imagine, mais en même temps, c'est bien que les gens assument, surtout quand ils sont assermentés. Mais bon. Ouais, d'accord. Donc là, tu te retrouves donc avec une première condamnation de 150 000 € sur une fausse condamnation des prud'hommes. D'accord ? Oui, avec un faux contrat de travail, des calculs de primes bidons qui n'existent pas, enfin, toutes des choses qui sont… Et avec une expertise logique qui dit le contrat n'a pas été signé par le PDG. C'est pas la signature de… Voilà, c'est une imitation. Il y a marqué c'est une imitation fantaisiste sur le rapport de l'expert graphologue. Donc là, ça constitue une fausse dette que tu dois. Enfin, c'est même pas une fausse dette, c'est une fausse créance qu'on te met sur le dos, une fausse créance, d'accord ? Maintenant, dans leur perversité, qu'est-ce que tu as d'autre comme exemple ? Parce que je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver encore. Oui, ben ça a empiré parce que moi, en fait, avec cette fausse créance, ils ont saisi le tribunal pour nous faire placer en cessation des paiements. Donc, j'ai répondu au tribunal, mais d'abord, on n'est pas en cessation des paiements. Et ensuite, ce n'est pas une dette que nous ne pouvons pas payer. C'est une dette que nous ne voulons pas payer parce que nous ne les devons pas et que nous sommes en procédure et que nous allons continuer de faire des procédures parce que c'est un faux contrat et que c'est des faux. Et donc, il m'a été répondu par à l'époque, il était vice-procureur, M. Bokovic, qui était en charge de la procédure au tribunal de commerce de Marseille. Bokovic. Il m'a répondu, je lui ai dit ce sont des faux et il m'a répondu j'en ai rien à foutre. Redonne son nom. Le vice-procureur s'appelle comment ? Bokovic. Bokovic. B-O-C-O-W-I-C-S-C, je crois, quelque chose comme ça. Bon. Alors, je te donne son nom. Pourquoi ? Parce que j'ai été choqué quand il m'a dit je n'en ai rien à foutre. Le mec, il ose te dire ça comme ça de visu, là. Il a dit ça en audience au tribunal de commerce. Je lui ai dit on est en train de demander à placer un média en cessation des paiements avec le fruit d'une escroquerie au jugement. Donc, en fait, d'abord, on fait une escroquerie au jugement, on obtient 150 000 € et non content d'avoir obtenu ces 150 000 €, on va faire mettre en redressement judiciaire un média avec cette escroquerie au jugement, ce qui fera une deuxième escroquerie au jugement. Et il m'a répondu, je n'en ai rien à foutre. Donc, et pourquoi ce vice-procureur-là, il est copain avec le procureur de Toulon ? C'est ce qui m'a été dit, oui. D'accord. Donc, si ça se trouve, c'est aussi la même bande de francs-maçons dans la même loge. Hein, je ne sais pas si c'est le cas. Parce que non, mais attends, moi je dis ça comme ça. Je comprends, mais je pense que ça peut simplement être de la solidarité, puisque à ce moment-là, moi, j'avais déjà déposé une plainte contre Nicolas Besson, et donc simplement avec cette plainte, je m'étais déjà attiré l'animosité de beaucoup de magistrats par principe, c'est-à-dire par arc réflexe, par t'apporter. Mais une petite question annexe pour moi. Bokovic, c'est quoi son prénom ? J'ai oublié. Honnêtement, j'essaierai de voir. Je regarderai vice-procureur de Marseille, je vais trouver en fait. D'accord. C'était pour moi. Procureur à Marseille en 2014-2015. Après, je ne sais pas s'il y est encore. C'était jusqu'en 2015 en tout cas. Donc là, on voit que le schéma de la turpitude se met bien en place. Oui. Alors, est-ce que tu as encore des choses… Ensuite, oui, on a vas-y, parce que là, raconte l'étape suivante. Le lien entre tout ça, le lien qui permet au niveau des tribunaux de commerce, c'est qu'en fait, à 2 reprises, c'est la même étude d'administrateur qui a été désignée pour la radio. Une fois pour les associations titulaires des autorisations d'émettre, ça c'était à Toulon, et une deuxième fois pour la société qui fournissait les programmes, et ça c'était à Marseille. Alors, une fois, ça a été maître Emmanuel Douer, et ensuite, ça a été maître Frédéric Avazeri. Je ne sais pas pourquoi je dis maître, d'ailleurs, mais bon. Monsieur Alors, le premier s'appelle Emmanuel comment, tu dis ? Douer, D-O-U-H-A-I-R-E. Oui, et l'autre ? Avazeri, A-V-A-Z-E-R-Y, je crois, ou I, je ne sais plus. I. Alors, la différence entre les deux cabinets de mandataires, c'est quoi ? Non, ils sont associés. C'est l'étude Douer-Avazeri à Marseille. Mais le premier, il avait eu une reconnaissance que une dette n'était pas de ta cause.
si je me souviens bien de ce que tu as dit tout à l'heure. Oui, et il n'en a pas tiré de conséquences et il n'a pas fait de rapport au parquet parce que sinon il aurait mis en cause celui qui était membre du conseil d'administration de la Juriscup avec lui, André Gildas. C'était leur lien, la Juriscup. D'accord, voilà. Ben ça, tu vois, c'est une argumentation complémentaire parce que moi, la question que je me pose, je dis, à partir du moment où il reconnaît quelque chose, il ne le déclare pas. Il le reconnaît, mais il n'en fait pas de conséquences. Il n'engage pas de poursuite. Voilà. Donc là, il devient complice. Il devient complice. Il le reconnaît. Il le reconnaît dans l'audience au tribunal de commerce parce qu'une semaine avant l'audience, je me rends à son cabinet et je lui demande de prendre attache avec le CSA et de vérifier les lois qui encadrent le domaine des médias, parce qu'il n'y comprenait rien en vérité. Et en fait, à partir du moment où il le fait, il se rend compte à quel point non seulement il est engagé, mais à quel point il peut être encore plus engagé s'il persiste à couvrir des détournements de fonds qui sont des abus de confiance caractérisés pour le compte de gens qui ne sont pas reconnus par le CSA comme membres de Radio Vitamine. C'est-à-dire que du coup, ils ont tourné ici pour dire je suis membre du conseil d'administration, mais le CSA ne connaît pas ces gens-là. Et donc, quand il a vu la portée de la situation, il s'est rétracté dans son animosité à mon égard. Donc, il nous avait coupé les vivres avec eux, etc. Et ce jour-là, une semaine avant le 13 avril, quand j'étais dans son bureau, on est resté jusqu'à 20h. Hein, à ce moment-là, il a fait appeler le CSA. Il s'est rendu compte que la situation était extrêmement sérieuse et qu'il risquait quand même d'engager son étude sur un truc lourd. Il s'est rétracté en disant « moi, je dirai la vérité ». Il a confirmé au tribunal de commerce que c'est bien ces gens-là qui avaient détourné à ce moment-là non plus 400 000, mais 450 000, puisque c'était quelques mois plus tard. Il les a désignés nommément. Ça, c'était devant le tribunal de commerce. En revanche, au niveau du pénal, il n'a pas activé au niveau du parquet, il n'a pas déposé des plaintes, il n'a fait aucune action, il a laissé les choses en l'état et il s'est rétracté du truc. Il m'a rendu les clés des associations et de la radio. En gros, attends, il y a une petite chose, moi, qui me travaille, c'est à partir du moment où il le déclare dans le tribunal de commerce, est-ce qu'il y a une ordonnance qui a été rendue qui stipule ça ou pas? Alors non, parce que lui, quand il le déclare au tribunal de commerce, là où ça devient très, très, très rigolo, c'est que ce jour-là, nous étions présents à l'audience, le personnel de la radio aussi, figure-toi, les animateurs, etc. On était plutôt contents, puisque pour nous, c'était la fin de nos ennuis avec ces gens-là. Ah oui, c'est pour ça que je te dis. Effectivement, nous étions là en plus. Et l'audience s'est bien passée. L'avocat du mandataire est venu, a très bien expliqué les choses, il a été très transparent et donc il a fait son boulot convenablement, en fait. Hein. Et in fine, au mois de juin, on a reçu la décision. Et curieusement, ce sont les associations qui ont été condamnées et la régie publicitaire qui a gagné le procès. Alors, c'est la seule fois en France, je te le précise parce que c'est un point précis de droit, c'est la seule fois en France où on a vu une décision dans le monde de la radio où un mandataire, puisque la régie publicitaire dans le monde de la radio est un mandataire, c'est-à-dire qu'elle encaisse l'argent de la pub, mais il n'est pas à elle, il appartient au média qui a diffusé la pub. D'accord. Un mandataire a été autorisé à détourner l'argent de son mandant par le tribunal de commerce de Toulon. Putain, mais c'est invraisemblable un truc pareil. Oui. Et ça, c'est marqué alors que ça ne correspondait pas du tout à ce qui avait été dit dans l'audience. Ça ne correspondait pas à ce qui avait été dit à l'audience et c'est le contraire de ce que dit la loi. Putain, mais c'est. Comment tu vois, pardonne-moi. Je précise la loi, c'est la loi Sapin 1. Si tu regardes la loi Sapin 1 de 91, je crois, ou 93, c'est la loi, à partir de l'article 20, c'est la partie vente de médias, vente d'espaces publicitaires. Oui. Et le premier article précise qu'une régie publicitaire est obligatoirement mandataire du média. Oui, bien sûr. Donc la loi oblige ça. Le tribunal de commerce de Toulon décide que le mandataire a le droit de détourner l'argent. Donc le tribunal de commerce de Toulon rend une décision qui, pour les juristes qui le comprennent, valide des abus de confiance caractérisés. Alors évidemment, 2 ans plus tard, la Cour d'appel nous a donné raison. Mais 2 ans plus tard, la régie qui a servi à détourner l'argent avait été liquidée, l'argent avait disparu. D'accord. Donc là, il y en a qui se sont servis, mais tu ne sais pas qui s'est servi. Qui s'est servi? Les assaillants, ceux qui ont assiégé la radio et qui ont détourné l'argent et qui étaient protégés par le procureur, Nicolas Besson. D'accord. Parce que si en plus, les mandataires ont dû toucher des commissions sur le dossier. Hein? J'imagine. Ça, j'imagine. Alors là, ça, c'était la partie d'Emmanuel Douer ou d'Avazeri? Ça, c'était Emmanuel Douer, la première partie. La deuxième partie, Avazeri, lui, il a fait mieux. C'est quoi, lui, c'est quoi? Alors, vas-y. Parce que là, c'est l'associé qui est désigné quand la société de production et de fourniture de programmes, qui s'appelait Links, Links,
a été placé en redressement judiciaire par force. Hein. En gros, on nous a attirés en nous tirant par les cheveux au tribunal de commerce. C'est-à-dire qu'on n'était pas du tout en cessation de paiement, mais avec une fausse dette, ils ont réussi à faire dire au tribunal « OK, cessation de paiement ». Et là, Avazeri, il a joué sa partie finement. Comme il a été désigné sur la société Lynx, la société Lynx recevait l'intégralité des recettes de la station, publicité locale et publicité nationale. C'était une société de gestion. Attends, c'était une société de gestion en fait. C'était une société de production et de fourniture de programmes. Production, d'accord. Et donc, mais c'était contractuel tout ça, contractuel, validé pour comprendre le fonctionnement, d'accord. Voilà, c'était validé par le CSA et contractualisé. L'idée était que la société en question, d'ailleurs tous les contrats qui étaient passés entre la société et les associations ont d'abord fait l'objet de l'agrément du CSA avant d'être activés en 2005. Donc tu étais de ce côté-là inattaquable. Oui, non, mais bien sûr, on ne peut pas s'amuser avec les médias de toute façon. Donc à ce moment-là, nous, cette société qui centralisait tous les revenus, Avazeri, quand il a été désigné, il a systématiquement et pendant 18 mois consécutifs refusé de payer leur quote-part aux associations. Donc, il a recommencé le même processus, mais là, il n'a pas retenu que la publicité locale, il a retenu 100% des recettes. Putain, donc ça, c'est un mandataire. Je lui ai expliqué la loi, je l'ai emmené jusque devant le président du CTA de Marseille, à l'époque, qui lui a expliqué aussi la même chose que moi, qui lui a confirmé ce que je lui disais, puisque moi, je l'ai amené voir le président du CTA de Marseille. Le CTA, c'est… Alors, rappelle ce que c'est que le CTA, pour que les gens comprennent bien. Vous allez le faire, c'est l'émanation régionale du CSA. Il y en a un dans chaque département ou région. D'accord. Voilà. Non, mais c'est pas direct avec le CSA et qui dépend du CSA et qui contrôle ce qui se passe au niveau des radios. Donc, j'ai amené Frédéric Avazeri à 2 reprises voir le président du CTA de l'époque, qui lui a expliqué les choses, qui lui a dit voilà comment fonctionne la radio, voilà comment fonctionnent les RJ, voilà comment fonctionnent les régies publicitaires. Et il lui dit effectivement, je suis surpris que vous gardiez les recettes. Bon, après, moi, je ne suis pas dans vos comptes, mais parce qu'en gros, il ne veut pas se mêler, mais il lui dit bon, normalement, une régie, elle ne peut pas garder l'argent, même pas pour dire qu'elle veut compenser une dette. Ça ne lui appartient pas. Donc, bon, finalement, lui, il garde sa position. Donc, moi, je saisis le parquet en disant il est en train de tuer la radio, là, sciemment en plus. Ouais. Évidemment, au parquet, on me dit oui, on va ouvrir une enquête qui n'a jamais démarré ou abouti. Je ne sais pas où elle en est, en tout cas aujourd'hui, 6 ans plus tard. Et donc, Frédéric Avazeri, après avoir coupé les vivres des associations qu'il a mis en difficulté, il emmène la régie à un endroit où il me demande de valider ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il me demande de valider que dans la comptabilité, toutes les recettes qui arrivent sur Lynx appartiennent à Lynx. Et là, je lui explique ce qu'est la loi. Je lui dis non, Lynx, en société de production et de fourniture de programmes, et c'est contractualisé, peut conserver X%, c'était je crois quelque chose comme 18% ou 20%, le reste appartient aux associations, il faut le reverser. Ouais. Et alors là, il refuse de le faire et ensuite il me dit vous allez certifier les comptes tels que moi j'ai décidé de les faire. Je lui dis je certifie les comptes tels que vous avez organisé la comptabilité entre les sociétés. Je vais certifier des faux comptes. Je ne veux pas signer des faux bilans. Parce qu'on ne peut pas, il n'y a personne en France qui te dira qu'une régie, et tu peux te renseigner auprès du CSA. Non, mais je suis d'accord avec toi, j'aime bien ton explication. Une régie publicitaire ne peut pas dire que l'argent qu'elle reçoit pour de la publicité qui est diffusée sur une radio ou sur une télé lui appartient. Elle ne peut pas, ne peut pas l'écrire. Lui, il a voulu le dire, l'écrire, et il m'a demandé de le signer dans la compta. Quand j'ai signé dans la compta et j'en ai informé le parquet, lui, il a demandé, le jour de la circularisation du plan de redressement que nous avons fait, puisqu'on a été obligé du coup, qui avait été accepté par 60 ou 70% des créanciers, lui, il a refusé de valider le plan au motif qu'il n'avait pas de compte certifié. Donc du coup, il m'a mis dans une impossibilité de certifier les comptes, et ensuite, il m'a reproché le fait de ne pas avoir de compte certifié. C'est une saloperie, ce mec, en fait, quand on regarde bien. C'est ce que je pense de lui, et je le lui ai dit et écrit. D'accord, parce que là, franchement, tu vois. Mais il est couvert. Alors pourquoi il est couvert? Parce qu'en fait, toute cette bande de joyeux lurons dont je viens de te parler, et il y en a d'autres qui sont des seconds couteaux que je nommerais volontiers, mais que je n'ai pas désignés parce qu'on y passerait des heures, eh bien, tous ces gens-là, ils bénéficient par ricochet de la protection dont bénéficie celui qui les a protégés au début, Nicolas Besson. Comme le système protège le procureur Nicolas Besson pour pas qu'il soit mis en cause,
Tous ces gens-là en cascade en dessous bénéficient par conséquent et par voie de ricochet de la protection et ne sont pas poursuivis. Parce que si on les poursuit, ils seraient automatiquement mis en cause pour les avoir couverts. D'accord. Donc, non, mais tu vois, ce qui est insupportable dans ce genre... Je vivais dans un pays de droit, je te garantis que depuis que j'ai croisé la route de Nicolas Besson et de cette équipe, j'ai compris des choses importantes. Donc, si je peux... Ben moi aussi, tu sais, Et je pense qu'il est important aussi de rappeler, pour chacun d'entre nous d'ailleurs, citoyens français, c'est important de rappeler aux gens qui représentent l'État que s'ils ne représentent ni la Constitution ni le peuple, ils ne représentent donc ni l'État ni rien d'autre en fait. Donc on ne peut pas bénéficier d'un statut et ne pas remplir les conditions requises. On ne peut pas juste tenter en permanence parce que ça a des conséquences pour, regarde, moi et beaucoup d'autres gens. L'État, ça ne peut pas être juste une équipe de gens qui se mettent d'accord pour faire leurs affaires entre eux. Ça ne peut pas être ça. Non, mais attends. Bon, là, moi, si tu préfères, si j'avais une sorte de point de synthèse à faire, d'accord? À chaque fois que je prends un dossier où on regarde comment il coule une boîte, alors bien entendu, les fausses créances, c'est une manière d'amener, d'accord? Les faux en écriture, c'est tout le temps, d'accord? Et après, les infractions au droit pur, alors là, c'est à l'appel. Mais, après, on se dit une chose très simple, c'est ce que je dis dans mes émissions, mais je le répète parce que j'y tiens. Quand tu as 400, 450 mandataires qui bousillent 50 000 entreprises par an en France, l'argent de ces entreprises-là sert bien à engraisser un système, que ce soit des juges, que ce soit des procureurs, que ce soit des mandataires. Mais est-ce qu'il n'y a pas encore de l'argent qui va ailleurs? C'est ça la vraie question, en fait. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des enquêtes. Or, quand tu dénonces ces gens-là, il n'y a jamais d'enquête contre eux. Donc, il y a des enquêtes contre toi. C'est-à-dire que moi, plus j'ai dénoncé ces gens, et plus j'ai subi de l'acharnement judiciaire et fiscal. Moi, en 10 ans, j'ai eu 14 contrôles fiscaux, 14 en 10 ans ou 13, je crois. En 10 ans, il faut le faire quand même. Alors, moi et mes sociétés, tu vois, mais 14, donc je suis sans cesse contrôlé. Eux, ils en ont 0, même quand ils utilisent des sociétés pour détourner de l'argent, ce qui est déjà troublant. Et ensuite, j'ai eu des procédures dans tous les sens pour n'importe quoi. En revanche, contre moi, plein. En revanche, aucune des plaintes, et j'en ai déposé un paquet qui étaient toutes motivées et renseignées, aucune de mes plaintes n'a produit le moindre effet juridique, ni une vérification, ni un contrôle, ni rien du tout. Donc, en fait, on a coupé l'accès à la justice et on a utilisé la justice dans l'unique but d'abord de me spolier et ensuite de me faire taire, de me détruire, de me faire disparaître socialement pour que je ne puisse pas justement dénoncer ces gens, et en particulier le procureur Nicolas Besson, actuel directeur de la Grasc, je le répète, parce qu'en fait, ils bénéficient d'une protection, d'une aura, et qu'ils se servent du système. En faisant ce qu'il a fait, M. Nicolas Besson, en tant que vice-procureur, il savait très bien qu'il obligerait le système judiciaire et le système tout entier à le protéger, parce que le système doit aussi protéger sa crédibilité. Donc, on se retrouve vraiment dans l'histoire du prêtre pédophile, quoi. On est dans la même condition. Mais ça, ou alors, tu vois, j'allais parler d'un autre comparatif, c'est exactement la même chose que quand dans les procédures où c'est toi la victime qui devient automatiquement coupable. Ben, c'est ce qui est arrivé. Et moi, je suis victime de vol, j'ai été poursuivi et condamné pour les vols dont je suis victime, alors que j'ai apporté les preuves, j'ai dénoncé tout. C'est-à-dire que la magie procédurale a transformé le vrai en faux. C'est de l'alchimie. Tu vois, d'où l'importance d'être répétitif dans des émissions qui montrent les mécanismes dans tout type de société, parce que ça se pratique vraiment dans tous les tribunaux de commerce ou dans toutes les intrigues qu'il y a autour qui t'amènent au tribunal de commerce. D'accord, hein, oui, tout à fait. Alors, précision, je ne sais pas si tu te souviens, je crois que c'était Arnaud de Montebourg qui avait fait un rapport sur les tribunaux de commerce. Si je dis attends, bien sûr. Donne-moi la prise, s'il te plaît. J'ai plus pardon, non, je dois juste rebrancher, je suis court en énergie. C'est Arnaud de Montebourg qui avait fait un rapport sur les tribunaux de commerce. Moi-même, concernant cette affaire, j'ai saisi 3 ministres de la Justice. Ceci étant dit, en sachant que les ministres en question connaissent la loi. Si le public... Ouais, mais là tu es en train de parler de ce qui s'était passé dans le rapport Montebourg-Colcombet dans les années 2000. C'était quand il y avait eu une tentative de la réforme des tribunaux de commerce. Ce que je veux dire, c'est que ce problème qu'on évoque, que tu évoques dans toutes les émissions que tu as faites, ce problème-là,
c'est un problème qui aujourd'hui est manifestement, apparemment, un problème structurel, un problème systémique. Et donc, pour que ce problème systémique soit résolu, il faut des décisions systémiques prises par des gens qui ont un pouvoir systémique. Or, les gens qui ont un pouvoir systémique sont dans les ministères. Donc, si… Mais écoute, pour finir, s'il te plaît, juste pour finir ce point-là, après, si les ministres sont saisis de ces faits, ils doivent répondre. S'ils ne répondent pas, ils sont défaillants. Nous devons, entre nous, citoyens, échanger ce type d'informations pour montrer combien de fois le même ministre est défaillant sur ces sujets-là, pour que, à force de coïncidences, ce ne soit plus des coïncidences, ce soit une volonté de ne pas faire. C'est ça, c'est exactement ça. Tu résumes, mais c'est ça. Et moi, je me souviens, parce que moi, j'ai une chaîne qui s'appelle Morpheus Ethica, hein, qui parle de la mafia des tribunaux de commerce. J'ai repris des émissions quand il y a eu les émissions sur la réforme des tribunaux de commerce suite au livre d'Antoine Godino sur la mafia des tribunaux de commerce. C'est pour ça que j'ai repris le type d'émission dans le même esprit. C'est qu'est-ce que tu constates? Tu constates que toute la justice autour, elle est en dysfonctionnement absolu. Et quand ils ont voulu réformer les tribunaux de commerce, quand tu as le procureur Lyon-Caen qui explique par exemple qu'au sein des tribunaux de commerce, le bénévolat, il n'y croit pas, c'est qu'il y a des raisons. D'accord? Quand tu as Arnaud Montebourg dans une émission de télé qui dit qu'il y a une profession à mettre par terre et à dissoudre, c'est celle des mandataires judiciaires des tribunaux de commerce, il ne le dit pas innocemment. Donc, tu avais eu des rapports d'enquête et tu t'aperçois que quand il y a eu la tentative de réforme des tribunaux de commerce, c'est justement un ministre à l'époque qui a tout fait pour pas que la réforme ait lieu. Voilà. On doit y retourner. Voilà, donc c'est exactement ça. Il faut être répétitif, il faut aller chercher des témoignages, il faut montrer que on se connaît tous, parce que moi je t'invite ce soir, mais on se connaissait déjà, bien entendu. Hein, pourquoi on travaille en réseau, on travaille dans une complémentarité des informations, et on a la chance aussi de temps en temps de travailler avec d'autres lanceurs d'alerte qui t'amènent des compléments d'informations, mais tu t'aperçois que c'est un maillage complet. Et c'est ça qui est important. Donc maintenant, toi, dans ton affaire, il y a encore une continuité sur tes intrigues politico-économiques. Bien entendu, puisque moi je suis toujours, et jusqu'à ce jour, je n'ai toujours pas pu être entendu à une seule reprise, pas une seule fois, ce qui est une violation grave de mes droits. Hein. Je n'ai pas pu être entendu une seule fois contre le procureur Nicolas Besson. C'est-à-dire que, tu vois, je le nomme, d'accord? Il pourrait dire c'est un fou furieux, complotiste, il est complètement taré. Il pourrait. On donnerait quand même du temps à ce qu'il m'attaque en diffamation pour le livre que j'ai écrit, pour ce que j'ai dit sur lui dans ce livre. On gagnerait tous du temps et on serait fixé. Malheureusement, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on devrait tous aussi en déduire, y compris sa hiérarchie et le ministre de la Justice, que donc il est l'auteur de ce que je désigne dans le livre. Et crois-moi, c'est grave parce que je ne suis pas l'auteur, moi, du code pénal français. Dans le code pénal français, un agent de l'État qui, dans l'exercice de sa profession, produit des faux en écriture publique, c'est la cour d'assises, donc c'est criminel. Ah oui, mais je sais bien, je sais bien. Donc, on a un procureur qui est accusé, qui est présumé, en tout cas qui n'est pas accusé par moi je ne le présume pas, je le sais, mais qui est accusé d'avoir commis quelque chose qui relève du crime, du fait de sa profession, et plutôt que ce procureur soit contraint par sa hiérarchie de répondre, simplement de répondre, ou que sa hiérarchie fasse procéder à des vérifications, ce procureur se terre dans le mutisme et sa hiérarchie répond à côté ou ne répond pas. Ce type de mauvaise foi, on peut s'y attendre quand on est dans des pays un peu sous-développés, mais là, il faut quand même que la raison reprenne le dessus et que les gens qui sont dans les ministères arrêtent de considérer qu'on peut nous vendre que du divertissement. On est des citoyens, pas que des consommateurs. Tu sais que quand on entend les victimes au fur et à mesure, on s'aperçoit que la méthodologie, la mécanique, elle est strictement la même pour toutes les liquidations judiciaires, hein, à peu de choses près. Mais c'est pour cette raison que je veux lancer avec toi et avec d'autres, et lancer un appel auprès du ministre de la Justice, celui qui était encore là ou celui qui sera désigné à l'issue de cette élection, bien sûr, en cause de pouvoir être reçu, de pouvoir être entendu dans ce que nous avons à dire en qualité de citoyens et de chefs d'entreprise spoliés et qui avons été possédés de nos droits, et qu'on nous dise ce que l'État de droit compte faire. Parce que si l'État de droit compte rien faire
et qu'on ne veut pas nous répondre, on est quand même, nous, en droit à ce moment-là d'en déduire qu'il n'y a pas d'état de droit et en déduire tout le reste. On ne peut pas. Bien sûr, non, mais je suis d'accord avec toi. Hein. On n'a pas, il n'y a que quand ça nous arrange pour avoir des privilèges et des ministères. Il y a une responsabilité qui découle d'un ministère. Donc on assume la responsabilité ou on sort. Tiens, il y a un commentaire d'un ancien qui est passé dans Les Victimes, là, Joël Rapin, qui fait « La vérité, c'est la vérité, elle est prouvée et démontrée ». Donc, point barre. Mais la vérité. Donc, moi, je me souviens des paroles du procureur de Montgolfier sur la vérité, d'accord? Parce que je l'ai publié, sa parole, d'accord? J'ai séquencé l'émission et je redonne la parole à ces gens-là parce que c'était des vraies paroles de professionnels. Oui. Mais la vérité sans espérance n'a plus lieu d'être. Donc, et quand il explique que la vérité, souvent, elle est cachée et qu'on fait tout pour pas qu'elle arrive, c'est lui qui le dit, c'est pas moi, d'accord? Nous, on est là pour dénoncer des choses, on est là pour ramener des témoignages, et au fur et à mesure, on se retrouve avec des argumentations ou des méthodologies qui sont strictement les mêmes dans toutes les affaires. Tu as toujours des procureurs, tu as toujours des juges, tu as toujours des mandataires, tu as toujours des créanciers voyous. Parce que des créanciers voyous, il y en a à l'appel. Hein? Ce sont des filières d'enrichissement occulte. Le problème, si tu veux, c'est que si le pays allait très très bien, on pourrait presque se dire, bon, c'est pénible, c'est ennuyeux, ce serait bien que ça s'arrête, mais à la limite, ça ne fait pas tellement de dégâts. Mais là, on est dans une situation où on est dans un pays qui a déjà pas mal de difficultés. Regarde, moi, j'ai 30 personnes qui ont perdu leur emploi sans raison, par le fait du poste, parce que ce procureur s'amuse. Mais ces 30 personnes qui pourraient être 50 aujourd'hui peut-être, ces 30 personnes qui ont perdu leur emploi, personne ne leur a renouvelé l'emploi. Donc on a un agent de l'État qui fait mumuse avec les procédures, qui fait mumuse avec la vie des gens, qui détruit des emplois, qui n'en crée pas de nouveaux, qui ne les remplace pas, tu vois, donc il détruit la forêt mais il ne replante pas d'arbres. Et au bout d'un moment, évidemment qu'on va se retrouver dans le désert si ça continue comme ça. Donc, soit on raisonne ces gens-là, on leur remet les pieds sur terre et on leur rappelle que le pouvoir qu'ils ont, ils l'ont par délégation et dans un cadre spécifique. Soit on les laisse en roue libre et il n'y a plus d'espoir pour la population. Il vaut mieux commencer à migrer et les laisser entre eux. Hein. S'ils se retrouvent 50 000 fonctionnaires, ils n'auront plus qu'eux-mêmes à arnaquer, ils s'arrêteront peut-être. Hein. Ouais. Alors moi, tu sais, je vais te donner une anecdote pour que tu comprennes bien. Hein. Je suis passé en 2019 dans une commission parlementaire qui devait étudier les dysfonctionnements dans les tribunaux de commerce. Je peux donner le nom de la commission, hein, parce que c'est le vice-président de l'Assemblée nationale qui s'appelle Sylvain Baserman. D'accord? J'ai eu la chance de faire partie de 30 dossiers d'études nationales. Quand on voit à quoi ça sert, ce genre d'enquête, et que derrière, ceux qui ont la main pour parler aux politiciens, le CNAJMJ, le Conseil national des administrateurs judiciaires mandataires de justice, c'est eux qui ont eu la main pour contrôler les accusations que les victimes donnaient. Comment veux-tu que quelqu'un qui se défend, d'accord, contre un mandataire qui était un menteur, d'accord, pourquoi ce menteur-là ne continuerait pas de mentir dans la commission, hein? Donc franchement, tu leur poses la question, voilà, et c'est ça qui se passe. C'est un problème de taille critique, c'est-à-dire que il va falloir qu'il y ait suffisamment de gens impliqués pour aller porter la bonne parole, j'allais dire, dans les bonnes officines, pour qu'il y ait du changement. Mais de toute façon, le changement dans ce genre de configuration, à mon sens, et parce que c'est instauré comme ça depuis quelques années maintenant, il ne viendra pas d'en haut, il viendra de nous, du peuple, des gens, des chefs d'entreprise spoliés, des commerçants artisans spoliés, lésés, blessés, ruinés, qui vont aller voir leur pouvoir public en disant « Mais dites-moi, vous représentez qui finalement ? Des lobbies et des pouvoirs financiers ou le peuple français ? Parce que si vous représentez le peuple français, on commence à être un gros paquet à nous retrouver spoliés. Donc apparemment, il y a des gens qui pratiquent la rapine dans notre pays. En passant par les tribunaux, ils pratiquent la rapine. Donc si on n'est plus dans un pays sûr quand on est chef d'entreprise, il est évident qu'il ne faudra plus nous sortir le couplet sur l'état de droit. Non, mais bien sûr. Mais c'est ce qui est en train de, pour l'instant, d'être pris en conscience par certaines personnes. Pas encore assez, mais d'où l'intérêt de faire ce qu'on fait, de se donner des rendez-vous, de dévoiler des choses, dévoiler. Donc toi, tu auras l'occasion, bien entendu,
de revenir même sur ce média-là, puisqu'on en a parlé, d'accord? Donc, moi, j'ai une spécialité que je garde parce que ce qui m'intéresse, c'est de donner la parole à des victimes dans le mécanisme de la mafia des tribunaux de commerce, d'accord? Après, tout ce qui gravite derrière et autour, parce que des fois, il y a des conséquences derrière encore que les gens n'imaginent pas, mais qui vont découvrir au fur et à mesure du temps, d'accord? Je te trouve des artifices qui n'ont rien à voir avec le tribunal de commerce, mais qui sont les conséquences de ce qui se passe dans les tribunaux de commerce. Et ça, c'est une catastrophe. Donc toi, dans la procédure encore que tu as en cours, tu as déposé des plaintes et pour l'instant, ça aboutit à rien du tout. Tu as déposé combien de plaintes? Je pense, alors, en fonction des différentes infractions subies, en fonction des périodes, 17. 17. Alors, tu peux donner des exemples de plaintes que tu as déposées? J'ai déposé une plainte pour faux usage de faux escroquerie au jugement. J'ai déposé une plainte pour usage frauduleux de moyens de paiement avec les preuves à chaque fois, donc des chèques utilisés par des tierces personnes, pour détournement de fonds à l'appui du mail en question et entente crapuleuse pour abus de confiance. J'ai déposé une plainte pour j'en ai déposé tellement, pour des menaces, puisque j'ai subi des menaces avec arme de poing, que la personne a été... Ah, ça, tu nous avais pas parlé, ça. C'est quoi alors? J'ai subi tellement. Il y a une personne qui s'amusait à venir menacer mon personnel et moi-même sur le lieu de travail, être menaçant tout le temps pour créer une ambiance un peu anxiogène pour que les gens démissionnent, toujours dans la même logique de destruction. Bien sûr. Et cette personne a fait savoir à des tiers qu'elle était en possession de 2 armes à feu, etc. Ce qui m'a conduit à déposer une plainte en signifiant à la police que cette personne avait 2 armes à feu. Et cette personne a été désarmée par la police. Et quand j'ai récupéré les documents de la procédure qui étaient passés entre les mains de M. Nicolas Besson, puisqu'il y a un petit gribouillis sur un papier faux d'ailleurs, fait par lui, j'ai constaté que le procès-verbal, deux procès-verbaux de désarmement ainsi que le rapport de l'enquête avaient disparu de la procédure, ce qui n'a pas permis d'engager de poursuite contre la personne qui était pourtant bien auteur de menaces et bien en possession de 2 armes de poing prohibées, mais qui n'a jamais été poursuivie ni inquiétée pour ça. Du fait de l'intervention de Nicolas Besson qui a fait disparaître les procès-verbaux de désarmement et le rapport d'enquête. Ouais, c'est comme quoi, mais il y a un moment donné, il y a eu tellement de choses sur ton dossier, franchement, et quand on voit la hiérarchisation des responsables, d'accord, on se doute bien que là, Alors, ce qu'il faut comprendre pour ça, c'est qu'en fait, c'est le point de pivot, c'est que l'organe de poursuite étant le parquet, si tu as un procureur qui devient comme une pieuvre dans toutes les procédures où tu es, c'est-à-dire que moi, M. Nicolas Besson, il a traité en même temps et le même jour des procédures financières et des procédures de droit commun qui, normalement, sont traitées par 2 services distincts du parquet. Lui, il a tout pris. À chaque fois qu'il y avait mon nom sur une procédure ou le nom d'une société qui était à moi, tu pouvais être certain qu'il allait récupérer la procédure au vol et la dérouter et l'emmener là où il voulait. Donc, les plaignants, il les a envoyés dans le mur et les 2 qui étaient contre moi, il les a hyper amplifiés avec défaut, encore une fois. Voilà. Ça a marché. Alors, ce qui a permis que ça marche, c'est que lui-même était couvert depuis le début. Parce que moi, je l'ai dénoncé en 2012 quand même, les méthodes de M. Nicolas Besson. Mais comme lui est protégé, on ne va pas vérifier ce qu'il a fait. Du coup, ce qu'il a fait, ça fait des petits. Donc, tu continues d'être poursuivi sur la base de faux en écriture publique que tu as pourtant dénoncé. Puis, une fois que tu es poursuivi, après, tu es condamné sur la base de ces mêmes faux en écriture publique que tu dénonces depuis des années. Mais comme tes dénonciations ne produisent aucun effet, ni dans le cadre de tes plaintes, ni dans le cadre de tes réclamations, in fine, eux, ils s'en sortent bien et toi, tu es condamné quand même, quoi qu'il arrive, en gros. Comme un rouleau compresseur. Là, donc, on voit bien que ton intrigue, elle est encore en cours. Oui. Donc là, comme on arrive presque au terme de notre heure de parle, tu vois, donc on a parlé de plein de choses quand même. Donc, si tu avais, parce qu'on aura l'occasion de te refaire venir, parce qu'il y aura, à mon avis, un épisode supplémentaire. Mais en attendant, si on avait un point final de ton affaire, dans l'espérance ou dans la moralité de ce que pourrait être le futur de ton affaire, ce serait quoi exactement? Sur l'issue que je souhaiterais voir de tout ça? Par exemple, oui. Moi, honnêtement, la seule chose que je souhaite, c'est voir rétablir la vérité, parce que ça peut avoir l'air bête comme ça, mais c'est très difficile de vivre pendant des années et des années en étant accusé et condamné
pour des choses dont tu es victime. C'est horrible, en fait. Parce que, je sais, je suis passé par là, hein, pour ça que je te pose la question. Est-ce qu'ils me disent presque, ouais, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Tu dis, mais il y a eu un feu, c'est juste que je ne suis pas l'auteur du feu. Je n'ai pas allumé l'incendie, c'est tout. Voilà. Ouais, non, mais je comprends. En fait, je suis passé par où tu es passé, d'accord? D'ailleurs, c'est pour ça que je connais bien les mécanismes, hein, autrement, et c'est pour ça que je fais ce genre d'émission, d'accord? Je te remercie. Mais dans le futur, si tu penses, comme moi, que c'est l'alliance des victimes qui révèle les choses, qui peuvent faire avancer les choses, on a encore un gros travail à faire tous les deux, même tous les deux. D'accord, hein, donc, avec grand plaisir. Moi, je suis en tout cas disposé à le faire. D'accord. Donc, pour ce soir, bien entendu, on a fait, on va dire, une présentation globale de ce que tu as vécu. Il y a une forme de synthèse. D'accord. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà compris ce qui t'est arrivé, le genre de turpitude, le genre de mensonge. Ils vont sûrement se dire, ah ben lui, en plus, il touchait des hauts étages, parce que ça monte jusqu'au parquet. Donc, ça monte jusqu'au ministère de la Justice. J'ai touché les ministres en direct. Madame Taubira a couvert Nicolas Besson pendant 5 ans en parfaite connaissance de cause. Je te le dis à l'écran, je le prouve. Non, bien sûr. Tu sais, je peux prouver qu'elle était informée, je peux prouver qu'elle l'a couvert et je peux prouver qu'elle l'a fait sciemment. Non, mais voilà. Donc après, on a chacun ses méthodes pour faire des accusations. Donc là, c'est quand même bien qu'on utilise une antenne comme ça, un média, parce qu'il faut donner des noms. Mais moi, j'ai fait de la pratique sur Internet. Je te donne une petite anecdote pour conclure. Là, par exemple, mon mandataire à moi, celle qui m'a bousillé ma vie, d'accord. Donc, j'ai même fait une vidéo sur YouTube qui est encore, qu'ils n'ont jamais pu enlever, où franchement, je voulais qu'elle m'attaque au pénal. Je la traite bon, je le dis en aparté comme ça, où je la traite de salope avec sa photo et son nom. D'accord? Ça fait 4 ans qu'elle est en diffusion, j'ai plus de 40 000 vues, elle a toujours pas déposé plainte. C'est troublant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu publies une vidéo, qu'en même temps, tu mets des documents qui sont des preuves, ah ben alors là, ça calme le jeu. Hein. Donc, et là, tu as le droit d'être insultant. Mais elle déposera jamais plainte. Et toi, tes gens, tu fais un livre, ton livre, il fait des accusations, ils vont pas déposer plainte contre ton livre, hein, parce qu'autrement, ça rouvrirait les procédures. Eh ben, c'est la même mécanique. C'est la même mécanique. Eh ben, ça, il faut apprendre aux gens, aux victimes, de savoir redire les choses. Parce qu'il y en a plein, pour l'instant, toi, tu dois en connaître aussi autour de toi, des gens qui ont été victimes puis qui n'osent plus parler de leur affaire, qui sont même fatigués de parler de leur affaire. D'accord? Et même si je les comprends, il y a un moment donné, on est peut-être capable de réveiller leur conscience, leur envie de dénoncer. Et c'est ce que je cherche aussi. Et toi aussi, à mon avis. D'accord? En fait, ce que je cherche, c'est de pouvoir de nouveau me sentir dans un pays civilisé, en fait. Parce que quand tout à fait. En fait, des gens assermentés qui font tout et n'importe quoi et qui sont les premiers à créer du désordre, ça va pas faire du bien à la nation tout entière. Donc, l'ordre public et l'intérêt général, c'est qu'on empêche ces gens de nuire. Et je lance d'ailleurs un appel aux autorités. C'est eux qu'il faut empêcher de nuire si vous voulez rétablir une certaine paix sociale. C'est ces gens-là il faut les arrêter maintenant. Bien sûr. Donc, on va continuer de se battre pour la vérité, mon cher Lazare. D'accord? Merci. Et puis, je te redonnerai sûrement un rendez-vous un peu plus tard. D'accord? Donc, et si jamais tu avais quelque chose de très, très nouveau dans ton affaire, on se ferait un petit aparté dans l'émission. D'accord, Lazare? Ok. Je te remercie beaucoup d'être venu témoigner, tu vois. Donc, et je suis content d'avoir repris contact avec toi. En fait, ça m'a fait plaisir. Voilà. D'accord. Merci. Ok. Bonne soirée. À bientôt, Lazare. À bientôt. Au revoir. Ok.